Cas clinique en fait d'urgence en gériatrie. Donc c'est vraiment du pratico-pratique, c'est la vie quotidienne. Et en fait, ça va aller tout à fait rebondir sur l'intervention de ce matin, sur voilà, quand il n'y a pas de GS, voilà ce qui arrive en fait. Donc, premier cas clinique. Donc, Madame G, 92 ans, GIR1 en EHPAD, qui est adressée par son médecin traitant pour un probable abcès de la fesse droite d'apparition récente. Et en fait, elle est adressée de son EHPAD parce qu'elle est hyperalgique. Donc, vous pouvez voir à gauche ses nombreux antécédents qui résument toute la médecine et qui fait qu'elle a quand même de nombreuses comorbidités. Et puis, son traitement habituel, donc Corvasal, Deroxate, Tanganil parce qu'elle a des vertiges, Dufalac parce qu'elle est constipée, les anticoagulants, et puis Esoméprazole et Vogalène. Donc, en effet, il y a vraiment un abcès au niveau de sa fesse qui correspond à un escarre sacré, parce que comme elle est GIR1, du coup, elle ne se mobilise pas du tout. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc, je vous ai fait la description. Donc, c'est violacé. Il y a une collection sous-cutanée. Ça va jusqu'au niveau du pli fessier. C'est très douloureux. Et donc, au premier examen, il n'y a pas d'écoulement. Donc, quand même, on demande au chirurgien. Donc, lui nous dit d'arrêter les liquides, faire un relais par l'Ovenox. Il ne veut pas y aller parce que la personne, en effet, est vraiment très atteinte sur le plan de ses comorbidités. On ne sait même pas si elle va se réveiller, si elle est endormie. Donc, pour l'instant, on met des antibiotiques par augmentin et puis on la met sous morphine. Et puis, en fait, du coup, ça ne s'améliore pas du tout. Elle ne supporte pas du tout la morphine. Elle n'arrête pas d'avoir des nausées, des vomissements. Bien sûr, arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire qu'elle a un syndrome infectieux, un syndrome inflammatoire, donc CRP à 113 très augmenté, les polynucléaires très augmentés. On lui fait sa PCR Covid, comme en fait on fait à tous les patients qui rentrent maintenant dans l'hôpital. Et puis bien sûr, ça ne s'arrange pas du tout. On commence à avoir des trous et le pus s'écoule. Elle commence à être de plus en plus, bien sûr, anorexique et puis complètement prostrée. Donc là, en fait, on a une réévaluation complètement globale avec les chirurgiens, l'équipe mobile de soins palliatifs également. Et puis, on décide d'y aller quand même parce que de toute manière, soit en fin de compte, on va la bourrer de morphine, mais enfin, on se dit qu'il faut quand même tenter quelque chose. Et donc, le chirurgien y va. En fait, elle passe le cap avec succès et il y a une bonne évolution de l'abcès opéré. La pyrexie est obtenue, on continue l'augmentin. Elle a moins de douleur, mais bon, elle continue quand même, on continue quand même le Skénan et la morphine, mais elle continue d'avoir des nausées. Et donc, on change le primpéran par l'aldol, ce qui fait que ça s'améliore énormément. Et en fait, elle arrive à remanger et surtout à s'asseoir de nouveau au fauteuil, parce qu'en fin de compte, là, elle n'avait aucune position antalgique. Elle ne pouvait pas rester sur le dos, donc elle était prostrée sur le côté. Et donc, du coup, en fait, on a réussi à passer le cap avec un geste qui était donc chirurgical. Et là, après, moi, je la transfère en SSR pour lui laisser quand même un petit peu de temps de se remettre. Et puis après, elle rentrera en EHPAD. Donc, ce qu'il faut retenir, voilà, c'était quand même quelqu'un qui était GIR1, stenté sous anticoagulant, dénutri avec vraiment des comorbidités importantes. Et donc, vraiment, ce qui est important à retenir pour l'EHPAD, c'est qu'en effet, là, elle a bien fait quand même d'être hospitalisée, parce qu'il ne fallait pas hésiter à demander un avis spécialisé, faire une évaluation globale, et puis afin de pouvoir prendre une décision thérapeutique de façon collégiale. Parce que c'était en fait une urgence cutanée infectieuse chirurgicale, et donc il fallait vraiment être à plusieurs pour décider, quoi. Voilà donc le premier cas. Alors, le deuxième cas, donc Madame L, donc 98 ans, GIR1. Donc elle vit en EHPAD et elle est connue pour faire des fausses routes, ça on en a parlé ce matin. Et en fait, elle est adressée par le 15, donc pour gêne respiratoire fébrile, avec des saturations et suspicion de Covid. Donc elle aussi, elle a quand même elle a des antécédents, dont une démence sévère là, que je n'avais pas remarqué. Elle n'a pas de traitement. Et donc cliniquement, en fait, elle a une fièvre. Elle désature, elle est sous oxygène, elle a un Glasgow qui est à 13,
Sur le plan cardiovasculaire, en fait, elle a des crépitants qui sont surtout à droite. Et puis, on trouve un foyer pulmonaire à droite. Donc, on a une lymphopénie, donc on stresse. À cause du Covid, en fait, où il y a quand même des signes. La lymphopénie, c'est un des signes, mais bon, en même temps, c'est assez global pour les lymphocytes. La fonction rénale est conservée. Son iono est pas mal. Et puis, on trouve une opacité lobaire inférieure droite et une PCR négative. Donc, en fait, devant cette détresse respiratoire, donc aux urgences, il y a une feuille de l'ATA qui est signée. Et donc, en fait, quand elle arrive en médecine, donc elle est hospitalisée pour prise en charge palliative et fin de vie, direct. Donc, elle arrive, oxygène à 2 litres, augmentant IV 3 grammes par 24 heures et hydratation 500 cc par 24 heures. Donc, devant son état qui était quand même un petit peu encore polypnéique, donc on dit, voilà, c'est palliatif, donc aucun bilan, aucun examen complémentaire de prescrit. La patiente n'exprime aucune douleur. Elle est plutôt en fin de compte somnolente. Elle est pas très réactive. En fait, je prends le temps de l'observer. Et en fait, en 1 heure d'observation, le fait sans doute d'avoir eu l'oxygène, l'augmentin aux urgences, du coup, la polypnée cède spontanément. Donc, je ne mets pas en place de morphine pour la soulager sur sa polypnée, puisqu'en fait, il n'y avait pas besoin. Et puis je lui laisse 48 heures, donc nursing, simplement à minima sa voix IV, que je n'allais peut-être pas remettre si elle avait sauté, mais bon, là ça tient. Et donc en fait, elle reprend vie. Donc somnolente en début d'hospitalisation, je la retrouve le lendemain, qui commence à reprendre un petit peu conscience, qui répond à des questions simples, notamment est-ce que vous avez mal ? Et puis en fait, elle commence à réclamer des compotes à la fin, quoi. Et puis elle nous sourit. Donc on la remet tout doucement au fauteuil, on continue l'augmentin. Et puis en fait, elle a fait sa pneumopathie d'inhalation et elle a complètement récupéré avec un minimum de soins. Donc là, ce que moi je pense qu'il faut retenir, c'est que qui va piano va sano, quoi. Je pense qu'il faut prendre son temps aussi en gériatrie. La LATA aux urgences, ça peut tout moment être remis en cause. Il ne faut pas surmédicaliser, mais je pense qu'il ne faut pas sous-médicaliser non plus. Je pense que ça peut être bien de se laisser un petit peu de temps de 48 heures comme ça pour voir un petit peu comment ça évolue. Donc en fait, être à l'écoute avec un grand E tout simplement de cet être humain là qui est dans son lit et dont on doit tous prendre soin. Et c'est vrai que c'était assez émouvant parce qu'elle nous souriait là après et moi ça m'a beaucoup touchée en fait. Alors le troisième cas, donc Madame F, donc patiente âgée de 88 ans, qui est en EHPAD, donc GIR3, adressée pour tableau d'Anasarc, non fébrile avec œdème des membres inférieurs mais pas d'OAP. Donc donc typique, hypertension artérielle pulmonaire, une BPCO, donc avec de l'asthme, des troubles cognitifs moyens, des douleurs thoraciques atypiques qui lui avaient valu d'ailleurs plusieurs séjours en cardiologie, une fonction systolique qui est altérée à 40%, et puis le traitement typique pour les cardiopathies avec quand même le tertian là, qui m'a un peu choquée quand elle est arrivée. La cétirizine aussi, je ne vois pas trop le truc, à quoi ça sert. Par rapport à l'intérêt, quoi. Et donc, son poids habituel, c'est 77 kg, et donc à l'entrée, 82 kg,15 kg. Les pro-BNP sont à 8619. L'électrocardiogramme, classique. Le QT corrigé était normal, ça c'est pas mis dans le truc, mais je vous le dis. Et puis on fait une échographie, et puis on voit fraction d'éjection à 23%. Donc elle est apyrétique, pas de signe infectieux, donc on est vraiment sur un tableau d'insuffisance cardiaque. Donc elle se sentait un petit peu essoufflée. Bon, elle était obésité pas morbide, mais quand même obèse. Du coup, il n'y avait pas de crépitant à l'auscultation, donc tout est infiltré, quoi. Donc on a fait petit à petit du Lasix, en fait on l'a chargé en Lasix, tout en surveillant la fonction rénale pour voir si ça tenait bien. On l'a supplémenté en Diffuca et on a pris son temps, on l'a fait vraiment tout doucement.
Et donc on a perdu 5 kilos en 7 jours. Et là, en fait, elle se trouvait vraiment améliorée sur le plan de sa dyspnée. En fait, elle a trouvé que ça allait beaucoup mieux. Et donc les pro-BNP à la sortie de médecine, c'était à 2482. Mais c'était à peu près, en fin de compte, son taux de base. En regardant dans les anciennes hospitalisations de cardiologie, c'était à peu près ça qu'elle avait habituellement. Donc on l'a fait ressortir, en fait, avec la dose qu'elle avait au sortir de la dernière hospitalisation de cardiologie. Alors que là, en fait, elle est arrivée avec juste les 80. Et puis on a commencé à baisser le tertian, parce qu'en fait elle est arrivée à 10 gouttes de tertian le soir. Mais je n'ai pas retrouvé en fait comment ça avait été mis. J'ai essayé de me renseigner, mais je n'ai pas réussi à savoir. Et j'ai avec bien sûr recommandation d'arrêter le tertian. Donc à retenir, voilà, la surveillance du poids, c'est essentiel en EHPAD pour les résidents insuffisants cardiaques. Parce qu'en fait, elle a gonflé tout doucement, on va dire, mais sûrement. Donc, je vous ai remis les recommandations de l'HAS. Il faut vraiment mesurer 1 à 2 fois par semaine. Et dès que ça augmente de 2 à 3 kilos, tout de suite, c'est le plan sec, quoi. Il faut demander une consultation médicale pour pouvoir augmenter ou baisser le traitement. Ou alors une EPA de cardio, par exemple, qui peut tout à fait intervenir pour elle-même, en fait, augmenter les doses. Et puis, si ça ne s'améliore pas, du coup, si la personne continue, soit à être dyspnéique, soit à prendre du poids, à ce moment-là, il faut l'hospitaliser. Donc, ensuite, Madame B, 92 ans, GIR3. Donc, elle est hospitalisée, en fait, pour bilan de chute avec une douleur qui persiste de la hanche droite. Donc, ses antécédents, un classique, l'ACFA, elle a été opérée d'une prothèse, hypertendue. Donc elle a toutes sortes de médicaments, les Xarelto pour l'ACFA, les antiarythmiques, les antihypertenseurs, 1 tonne. Et puis un petit peu de bromazépam, ça n'améliore pas la chute. Et donc là, en fait, elle explique, comme tout le monde, voilà, elle voulait aller aux toilettes, elle ne sait pas décrire le mécanisme, il n'y a pas eu de malaise, pas de perte de connaissance, rien du tout. Et puis du coup, elle a été relevée dans l'EHPAD, puis on a attendu, quoi. Puis en fait, comme la douleur persistait, c'est ça qui en fait a amené l'hospitalisation. En fait, elle marche, puis quand on la mobilise, il n'y a pas de problème, quoi. Ça se mobilise bien, il n'y a pas de raccourcissement. Simplement, elle a vraiment super mal. Donc elle passe aux urgences. Elle a sa radio du fémur. Là, on est tous contents parce qu'il n'y a aucune fracture, il n'y a rien du tout. Voilà, on est presque. Donc elle monte quand même dans le service parce que du coup elle a toujours mal en fait. Donc il va falloir adapter le traitement. Et puis en fait, comme ça ne s'adapte pas super et qu'au bout d'un moment on n'a quand même pas envie de la bourrer de morphine sans comprendre, on fait un TDM du bassin. Et en fait, elle a une double fracture du bassin qui ne se voyait pas à la radio et qui surtout faisait que a mis tout le monde en défaut parce qu'en fait elle a continué à marcher. Donc on a fait un TDM cérébral de sécurité, puis aussi pour faire un petit bilan gériatrique. Et puis donc on a demandé à l'orthopédiste, donc il nous a recommandé transfert lit fauteuil, pas de verticalisation avant 10 jours, et puis le revoir en consultation. On a arrêté les diazyliques parce qu'en plus on a découvert une insuffisance rénale aiguë. Et puis du coup ça s'est très très bien amélioré avec un peu d'hydratation. Puis on a pareil commencé à diminuer le bromazépam. Donc là, la morale de l'histoire, mais je pense que vous la connaissez presque tous. Aucune chute n'est rassurante par le simple fait que la personne âgée se relève, marche et dit que ça va, j'ai juste glissé. Moi j'ai déjà vu, mais probablement vous aussi, des patients qui étaient déments déambulants qui en fait ont marché avec une fracture du col du fémur en fait, sans problème. Donc voilà, toute chute doit faire vraiment l'objet d'une consultation médicale. La iatrogénie, bien sûr, attention diurétique, antihypertenseurs, les psychotropes en tout genre. Rechercher l'hypotension orthostatique de façon systématique. Et puis là, je vous l'ai mis, mais j'aurais pu refaire un autre cas clinique où là, en fin de compte, j'ai vu les effets justement de ne pas l'hospitaliser parce que en même temps que je sois à temps plein en médecine polyvalente, je fais des astreintes de gériatrie tous les 15 jours, je reste de garde le week-end en gériatrie. Et donc là, c'était une patiente qui était sous-cardégique. On m'a appelé samedi soir, qui avait chuté le samedi matin,
Et en fait, d'un seul coup, elle fait une crise convulsive. Et en fait, elle avait deux magnifiques hématomes intracérébrales qui étaient du fait de la chute avec trauma crânien. Et mais comme elle s'était relevée, elle avait dit tout va bien. Et ben, du coup, personne n'avait appelé. Ne m'avait appelé en plus, puisque j'étais d'astreinte en gériatrie. Donc là, du coup, vraiment, quand il y a un trauma crânien et que la personne est sous cardégique ou autre anticoagulant, il faut vraiment hospitaliser pour faire un scanner cérébral, parce que vraiment, on ne sait jamais ce qu'il y a en dessous, quoi. Donc, Madame G, donc GR3, donc elle est hospitalisée pour altération de l'état général, confusion, hyponatrémie à 127 et hyperkaliémie à 5,2. Donc elle, dans ses antécédents, voilà, hypertension artérielle, syndrome anxio-dépressif, cataracte césarienne, ostéoporose. Elle a des troubles neurocognitifs. Elle était déjà venue en fait en HDJ en septembre, parce que justement, voilà, ça n'allait pas trop. Puis à l'époque, il n'y avait pas les troubles ioniques. Donc elle était repartie avec des préconisations. Et puis donc son traitement habituel, donc bisoprolol pour la tension, le dépamide, donc qui est à 300 mg, 3 comprimés par jour. A priori, donc elle est suivie par le CMP et c'est eux qui ont augmenté la dose. Zopiclone, ramipril et puis du Seresta en plus et du Risperdal. Mais il n'y a nulle part en fait de définition sur vraiment la pathologie psychiatrique dont elle souffrirait d'avant ces troubles cognitifs. Ça, j'ai pas retrouvé en appelant partout. Et puis donc voilà, elle serait confuse depuis plusieurs semaines, avec un ralentissement et des chutes à répétition. Elle n'a plus de médecin traitant depuis 2 mois. Donc ça, c'est un phénomène là, dans notre pays Châteaubriand qu'on observe beaucoup. Et donc on appelle l'infirmière de l'EHPAD. Donc il dit voilà, tendance à la constipation, donc régulièrement on lui met plein de laxatifs. Voilà, elle a chuté en juin, en juillet, en août, avec traumatisme crânien au mois de juillet. Donc elle n'a pas été hospitalisée. Donc elle a fait 2 pics fébriles, elle a vomi, enfin elle a tout fait quoi en fait, la pauvre. Et ça a duré pas mal de temps en fait avant qu'elle soit hospitalisée. Donc on lui fait un TDM cérébral, donc on est quand même très heureux de voir qu'elle n'a pas du tout de lésion hémorragique. En même temps, on a une atrophie voilà, qui signe en fait tout son processus de démence. Donc elle est apyrétique, leucocyte CRP normal, le CBU est négatif. Le CG est normal, on vérifie le QT parce qu'elle prend des PAMID et compagnie, et le bilan hépatique également. Elle n'a pas de globe, le bladder scan est normal, pas de fécalome. Donc ioneux irénaire aussi par rapport à l'hyponatrémie qui était normale. La calcémie corrigée, la magnésémie, ça c'était par rapport aux antiacides. La fonction rénale est normale. Comme on a le couple hyponatrémie-hyperkaliémie, on recherche une insuffisance surrénalienne. Et donc cortisol normal. On récupère une kaliémie normale avec simplement du KX-salate. Et donc vous voyez, là on fait le nettoyage de l'ordonnance. On arrête le tramadol pour la somnolence, on arrête le ramipril à cause de l'hyperkaliémie. Sa tension, en fait, on switch par Amlor, 5 mg c'est tout, et on a une tension à 13,5 qui est tout à fait raisonnable, sans hypotension orthostatique. On arrête le Risperdal, et carrément, là pour le coup, et on switch par du Zopiclone à 3,75, et encore on commence si besoin. Et puis on diminue en fait la dépamide, moi je diminue la dépamide à 2 comprimés, parce qu'en fait, je retrouve dans les dossiers de l'hôpital que 2 ans avant, elle n'avait que 2 comprimés, je me suis dit ça ne lui fera pas de mal de baisser un petit peu, et puis le dosage, on ne l'a pas récupéré encore. Donc là, elle est beaucoup plus réveillée. En fait, l'anatrémie se normalise spontanément. Et puis, avis à distance du CMP pour essayer de... Parce que j'avais retrouvé aussi que 2 ans avant, elle avait du Cymbalta. Mais j'ai pas... C'est compliqué avec les CMP, en fait, d'avoir en live des explications, quoi. Donc je pense que j'arriverai peut-être à en trouver. Et puis donc, on lui avait fait bien sûr sa PCR de Covid de principe avant le retour en EHPAD. Puisqu'en fait, tous les EHPAD nous demandent de faire une PCR 48 heures avant la sortie d'hospitalisation, même si on a une au début, etc., avant qu'ils reviennent dans l'EHPAD. Donc elle, tout trouble ionique, de par ses conséquences cliniques, doit faire l'objet d'une évaluation médicale. C'est jamais anodin, en fait, un trouble ionique. La plupart du temps, c'est iatrogénique. On passe vraiment notre temps à enlever les médicaments qui ont créé les troubles ioniques.
Vraiment en EHPAD, c'est vraiment, je pense, indispensable d'avoir un bladder scan et un électrocardiogramme. Donc je le dis, c'était marrant qu'on arrive à la même conclusion, alors qu'on ne s'est même pas concerté, on ne s'est même pas vu, rien du tout. Donc ça conforte. Donc bien sûr, quand vous avez des urgences vitales, il faut appeler le 15, ça on est d'accord. Mais sinon, moi ce que je vous invite, c'est à vous rapprocher en fait de l'hôpital périphérique qui est tout près de votre EHPAD, ou alors du CHU pour les Nantais, on va dire, afin d'avoir un avis en fait gériatrique, voilà, soit qui va déboucher sur une consultation, soit sur une hospitalisation en HDJ pour faire vraiment une évaluation globale, ou si besoin en fait faire une hospitalisation directe en entrée directe pour éviter en fait tout le passage des urgences, le brancard pendant des heures, tout ce qui peut être traumatisant à ce niveau-là. Et donc bien sûr, je prêche pour ma paroisse, je vous ai laissé mon portable, donc, qui est un avis donc, gériatrique qui est vraiment à destination des médecins traitants et des EHPAD, et vous pouvez nous appeler tout le temps. Du matin jusqu'au soir, et puis quand on est de week-end, enfin c'est moi je le garde. Mais plutôt les EHPAD du coin quand même. Donc les EHPAD, ma pauvre, tu vas déjà te déborder là. Voilà, c'est Châteaubriand, Nozay-Poncé. Enfin, vous pouvez appeler de Vendée si vous voulez, je peux vous donner un conseil s'il y a besoin, ça ne me dérange pas. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, donc c'est vraiment, voilà, moi ce que je pense, donc ne pas sous-médicaliser. Parce que vous voyez, dans le premier cas, en fait, on se dit, GIR1, on y va pas, peut-être qu'en fait, elle décède pendant l'opération, même si ce n'était pas une grosse opération non plus, mais enfin, il y avait quand même un gros risque. Toujours surveiller le poids pour tous les insuffisances cardiaques, quoi. Le poids toutes les semaines, alors je sais que c'est très lourd en EHPAD, mais c'est vraiment, à mon avis, très pertinent. Toute chute, je dirais attention danger, quoi. C'est jamais anodin. La iatrogénie, on en a parlé ce matin, on pourra toujours en reparler tout le temps. Et puis le coup de fil à un ou des amis, quoi, que ce soit le MSP, les gériatres, la télémédecine, vous n'êtes pas seul, quoi. Je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à téléphoner pour pouvoir justement sortir et puis réfléchir ensemble, quoi. Donc voilà, écoutez, merci pour votre attention. Des questions ou des remarques? Ou d'autres histoires à raconter qui peuvent être utiles à d'autres? Méfiez-vous de la iatrogénie, méfiez-vous des médicaments à effet anticholinergique. C'est toujours très délétère. Je crois qu'en règle générale, on peut dire que nos personnes âgées avalent trop de médicaments.